Bonjour les amis, bienvenue de nouveau sur Histoire Reddit. Celle-ci est d'un genre de folie assez particulier. Alors, vous avez déjà imaginé un truc comme ça? Vous rendez service à quelqu'un, un service familial, le genre de choses que vous n'aviez même pas envie de faire. Vous donnez un travail à quelqu'un par pure obligation. Cette personne se révèle être un employé absolument catastrophique, vous la licenciez, totalement justifié, tout est documenté. Et sa réaction? Sa réaction est de dire à toute la famille, à toute la ville, pratiquement à tous ceux qui ont des oreilles, que vous l'avez mise enceinte. Stratégie audacieuse, honnêtement. Et voici la meilleure partie, tout le monde la croit. Instantanément. Aucune question, aucune preuve, rien. Boum. Vous devenez le méchant de l'année. Votre propre mère commence à douter de vous. Votre propre frère veut votre tête. Votre entreprise commence à s'effondrer. Tout ça parce qu'une personne a décidé que se faire licencier était personnellement inacceptable. Maintenant, je veux que vous restiez jusqu'au bout, parce que la manière dont cet homme s'est défendu, absolument chirurgicale. Allons-y. La fiancée de mon frère m'a faussement accusé de l'avoir mise enceinte, et ma famille l'a cru immédiatement. Je me suis battu et je l'ai traîné en justice. Maintenant que la vérité est sortie, mon frère veut se réconcilier. OP commence en disant « Cette histoire m'a vraiment foutu en l'air. Mon frère s'est fiancé avec une vraie catastrophe ambulante. J'ai fini par l'embaucher dans mon atelier après que ma mère et mon frère m'ont mis la pression. Quelques semaines plus tard, j'ai dû la virer parce qu'elle était impolie et totalement inutile. Sa réaction? Elle a dit à tout le monde que je l'avais mise enceinte. Et le pire? Ma famille l'a cru. Mon frère m'a attaqué et a dit que j'étais mort pour lui. Voici ce qui s'est passé. Moi, homme de 35 ans, je tiens un petit atelier de réparation d'ordinateurs en ville. Je gagne correctement ma vie, je paie mes impôts et je m'occupe de mes affaires. Rien d'extraordinaire. Rien de luxueux. Juste un gars de 35 ans qui gère sa vie. Je ne pensais pas qu'une vie aussi banale pourrait faire de moi une cible, mais je me trompais complètement. Mon frère aîné, Raphaël, 38 ans, a toujours été le type bien organisé, marié jeune, divorcé sans drame, et apparemment quelqu'un qui avait sa vie bien en main. Il y a environ 3 ans, il nous a présenté Marina, 32 ans, sa nouvelle petite amie, très différente de son ex. En surface, elle semblait calme et sympathique, mais quelque chose chez elle me paraissait étrange dès le départ. Dès le premier dîner un peu gênant chez ma mère, j'ai compris que Marina n'était pas ce qu'elle prétendait être. Elle monopolisait constamment les conversations, ramenait toujours les sujets vers elle, et avait cette façon de rabaisser subtilement les autres tout en donnant l'impression de faire un compliment. Je me souviens qu'une fois, quand ma mère a servi le dîner, Marina a commenté à quel point c'était courageux de sa part de continuer à cuisiner des plats traditionnels à son âge. Une autre fois, elle a complimenté la tenue de ma cousine en disant que c'était courageux de porter ses couleurs avec son teint. Pendant que tout le monde tombait dans son jeu, moi je restais neutre. Pas de faux enthousiasme, pas de comédie comme si nous étions déjà une grande famille. Je pense que c'est à ce moment-là que je suis entré dans son radar. Elle avait toujours un angle, une stratégie. Quand quelqu'un parlait de ses problèmes, elle trouvait toujours le moyen de ramener la conversation à elle. Même avec des inconnus, il y avait toujours cette étrange compétition. Une fois, je l'ai vue se disputer avec une caissière pendant 20 minutes pour un coupon de $2, au point de presque faire pleurer l'adolescente. Quelques mois plus tard, Raphaël a annoncé leur fiançailles. Mon père m'a pris à part après coup et m'a dit « Cette femme va apporter des ennuis à Raphaël. Retiens bien mes paroles. » Il voyait lui aussi à travers son cinéma. Mais bon, ce n'est pas à nous de dire à un homme adulte qui il doit épouser. Je n'y ai plus vraiment pensé jusqu'à ce que Raphaël me demande de donner un travail à Marina dans mon atelier. Elle voulait un emploi à temps partiel pendant qu'elle préparait le mariage, et il pensait que je pourrais lui rendre service. Quand j'ai hésité, ma mère m'a appelé, insistant que la famille devait s'entraider et que ce serait seulement temporaire. Raphaël a continué à me mettre la pression, affirmant que je faisais des difficultés pour rien. Et lors d'une conversation particulièrement agaçante, il a dit que je lui devais bien sa puce qu'il m'avait recommandée à certains clients l'année précédente. Finalement, j'ai accepté. La plus grosse erreur de ma vie. Dès le premier jour, elle a été une employée cauchemardesque. Elle arrivait en retard, parlait aux clients comme s'ils étaient stupides et traitait mes autres employés comme des domestiques. Elle interrompait constamment Kevin, mon technicien principal, pendant qu'il aidait les clients, contredisant ses conseils techniques avec des informations complètement fausses. Elle a accidentellement supprimé une base de données clients que nous devions récupérer, puis a accusé des procédures trop confuses. Et pour couronner le tout, elle a commencé à modifier les horaires de travail sans me prévenir, en se donnant les quarts les plus faciles et en laissant les tâches difficiles aux autres. La première semaine, elle a tellement mal compté l'inventaire que nous avons commandé le double de modules de RAM nécessaires. Quand je lui en ai parlé, elle a simplement haussé les épaules et dit que son cerveau financier fonctionnait différemment de mon cerveau technique. Elle était constamment sur son téléphone, mais le rangeait rapidement dès que je passais. Une fois, je l'ai surprise sur Instagram pendant qu'elle parlait avec un client. Le client, un homme âgé qui avait besoin de récupérer les données de l'ordinateur portable de sa défunte épouse, expliquait à quel point ces photos étaient importantes pour lui.
Et Marina faisait défiler des photos de vacances, l'écoutant à peine. La goutte d'eau est arrivée quand je l'ai surprise en train de fouiller dans les conversations privées sur l'ordinateur d'un client que nous n'avions pas encore formaté. Quand je l'ai confrontée, elle n'a même pas eu la décence d'avoir l'air gênée. Elle a simplement souri et dit que c'était dû à sa curiosité naturelle. Le client était un médecin local. Ces messages pouvaient contenir des informations confidentielles sur des patients. J'aurais pu être légalement responsable. Quand je lui ai expliqué la gravité de la situation, elle a levé les yeux au ciel et dit « Personne ne va te poursuivre. Ne sois pas aussi coincé. » Après un mois de ce cirque, je l'ai licencié. Je n'ai pas été méchant. J'ai tout documenté, j'ai montré les preuves à Raphaël, et il semblait comprendre. Mais ce soir-là, il m'a rappelé après avoir visiblement parlé avec Marina. Son ton avait complètement changé. Tu ne lui as simplement pas laissé sa chance. Elle est vraiment bouleversée par la façon dont tu l'as traitée. Je lui ai répondu que je lui avais donné beaucoup de chance et que tout était documenté. Ouais, bien sûr, a-t-il craché. Tu as toujours été comme ça. Tu crois tout savoir. Trop fier pour aider ta propre famille. Elle va devenir ma femme. Et tu fais ça? Va te faire voir. C'est là que les choses sont devenues étranges. Lors des réunions familiales, Marina m'ignorait complètement ou faisait des remarques passives-agressives que personne d'autre ne semblait remarquer. Puis son comportement a changé. Elle a commencé à trouver des excuses pour se retrouver seule avec moi, me frôlant en passant, faisant des commentaires suggestifs juste assez forts pour que je les entende. Je gardais mes distances sans être irrespectueux. Une fois, lors d'un barbecue de la fête du travail, elle m'a coincé dans la cuisine. Tout le monde était dehors. Elle s'est tenue trop près, m'a demandé si j'étais encore en colère contre elle, et a fait glisser sa main le long de mon bras. Je me suis reculé, je lui ai dit que tout allait bien mais que je devais aider mon père avec le barbecue, puis je suis sorti. Je l'ai surprise en train de me regarder le reste de la journée avec un sourire étrange. Après ça, tout est parti en vrille. Il y a 3 mois, la porte de mon atelier s'est ouverte violemment pendant la fermeture. Raphaël est entré en trombe, le visage déformé par la colère. « Tu es mort » a-t-il crié, assez fort pour que Kevin, qui terminait quelque chose à l'arrière, accourt. Marina est enceinte. Elle dit que tu es le père. Tu as quelque chose à expliquer? Je suis resté incapable de parler pendant plusieurs secondes. Puis je lui ai dit qu'il était complètement fou. Je n'avais jamais touché Marina, jamais eu la moindre relation avec elle. Raphaël ne m'a pas cru. Il a sauté par-dessus le comptoir, a attrapé ma chemise, et Kevin a dû le tirer en arrière. Marina m'a donné des détails et des dates qui correspondent, a-t-il grogné pendant que Kevin le poussait vers la porte. Je ne la vois pas inventer ça. En quelques jours, ma réputation était détruite. Ma mère pleurait au téléphone en disant que j'avais trahi la famille. Ma cousine Valéria m'a envoyé un message de 3 paragraphes disant qu'elle avait toujours senti qu'il y avait quelque chose de louche chez moi et que j'avais de la chance que Marina ne porte pas plainte pour ce que je lui avais fait. Mon oncle Dave m'a appelé directement, la voix froide. Tu n'as aucune honte. Profiter de la fiancée de ton propre frère? Tu me dégoûtes. Ma tante m'a retiré l'invitation pour un dîner de famille. Tout le monde voulait rester loin du monstre que j'étais censé être devenu. Mon père a été le seul à dénoncer cette absurdité dès le début. Cette femme cherche un moyen de créer des problèmes depuis le premier jour, m'a-t-il dit. On va se battre contre ça. Personne d'autre, pas une seule personne, n'a demandé de preuves. Personne n'a remis Marina en question. Ils ont pris sa parole comme une vérité sacrée pendant qu'elle se promenait avec ce sourire suffisant et victorieux, sachant qu'elle m'avait coincé. Mais ce n'était que le début, parce que je n'allais pas baisser la tête et accepter ça. Si mon frère et la moitié de ma famille voulaient me jeter sous le bus sans la moindre preuve, ils allaient bientôt apprendre exactement ce qui arrive quand on parie sur le mauvais cheval. 2 semaines après que Marina a lâché sa bombe, les choses sont devenues encore pires. Au lieu que quelqu'un, n'importe qui, reprenne ses esprits et remette son histoire en question, je me suis retrouvé à m'enfoncer encore plus dans un marécage de silence et de suspicion. L'accusation s'est propagée au-delà de la famille, les voisins, les collègues de ma mère, les gens de la salle de sport. Dans une ville de cette taille, les rumeurs circulent vite. Et soudain, j'étais ce type-là. Le gars tranquille qui répare des ordinateurs, et qui s'est finalement révélé être un prédateur. J'ai remarqué les changements immédiatement. La barista de mon café habituel, qui discutait toujours des plans du week-end avec moi, s'est mise à me tendre ma commande en silence. Le propriétaire de la quincaillerie à côté de mon atelier, que je connaissais depuis 7 ans, trouvait soudain toujours une raison d'être à l'arrière quand j'entrais. Mon entreprise en a pris un coup direct. 3 clients réguliers ont annulé leur contrat de service la même semaine, avec des excuses vagues sur des réductions de budget ou un changement de direction. Bien sûr. Après des années de service satisfaisants, ils décident tous, par coïncidence, de réduire les coûts exactement le mois où l'histoire de Marina se répand en ville. Ce n'étaient pas seulement les clients plus âgés non plus. Une start-up technologique qui m'envoyait toutes ses réparations matérielles a soudainement cessé toute communication. Le propriétaire, avec qui je jouais parfois au basket, ne répondait plus à mes appels. J'ai appris plus tard qu'il avait changé d'atelier et en avait choisi un situé à 50 km plutôt que de continuer à travailler avec moi.
Raphaël m'a complètement coupé de sa vie. Il ne répondait ni aux appels ni aux messages, pas même pour reconnaître ma demande de test ADN. Son silence n'était pas passif. Il avait du poids. C'était une condamnation sans procès. Ma mère a pris le parti de Raphaël sans hésiter. Un soir, elle m'a appelé, la voix tremblante, et m'a demandé s'il était possible que j'aie fait quelque chose à Marina. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point la situation était grave. Possible, ai-je répondu. Maman, je n'ai jamais été seul avec elle sauf à l'atelier, avec des employés et des clients autour. Tu me connais. Tu crois vraiment que je ferais ça? Elle a hésité avant de répondre. Cette hésitation disait tout. Mais mon père, lui, il a été mon pilier dans toute cette histoire. Ton frère est aveugle depuis le jour où il l'a rencontré, m'a-t-il dit. Et ta mère prend toujours son parti. Ça a toujours été comme ça. Il m'a aidé à commencer à tout documenter, à construire un dossier. Pendant ce temps, Marina jouait son rôle avec une précision troublante. Elle ajoutait constamment de nouveaux détails à son histoire. Elle racontait comment j'avais été compréhensif pendant qu'elle traversait une période de confusion émotionnelle. Comment je l'avais manipulée avec des paroles douces. Comment j'avais essayé de la forcer à avorter et ensuite menacé de ruiner sa réputation lorsqu'elle avait refusé. Elle racontait cette histoire les larmes aux yeux à Raphaël, à ma mère, à ma tante, qui m'a appelé pour me dire qu'elle ne pouvait s'empêcher d'être horrifiée par ce qu'elle avait entendu. Il n'y avait toujours aucune preuve médicale. Marina prétendait être enceinte, mais n'avait présenté aucun document. Elle a refusé un test ADN à 3 reprises, affirmant que ce serait dangereux pour le fœtus et qu'elle avait besoin de stabilité émotionnelle plutôt que d'un environnement hostile. J'ai commencé à me demander si ce n'était pas seulement une attaque contre moi, mais une stratégie calculée pour obtenir autre chose, de l'attention, du contrôle sur Raphaël, de l'argent, ou simplement le plaisir sadique de détruire la vie de quelqu'un. Ce n'était pas du drame. C'était une destruction préméditée de la réputation d'une personne. Kevin a été le seul employé à rester après que les rumeurs ont commencé. J'ai vu comment elle se comportait, patron, m'a-t-il dit après une journée particulièrement calme à l'atelier. Elle essayait toujours de se retrouver seule avec toi. Elle te touchait le bras, se penchait trop près. Je l'ai vu faire quand elle pensait que personne ne regardait. Elle raconte n'importe quoi. Et je le dirai à quiconque me le demandera. Mon père m'a suggéré d'essayer de parler directement à Raphaël une dernière fois. J'ai accepté de le rencontrer dans un dîner. Grosse erreur. Raphaël est arrivé déjà très énervé, les yeux rouges comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Avoue simplement ce que tu as fait, a-t-il dit d'une voix basse mais intense. Avoue-le. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai jamais touché Marina. Jamais. Elle ment et tu es trop aveugle pour t'en rendre compte. Il s'est levé si brusquement que sa chaise est tombée en arrière. Les gens se sont retournés pour regarder pendant qu'il se penchait au-dessus de la table. Tu es mort pour moi, a-t-il sifflé avant de sortir en trombe. Cette nuit-là, j'ai contacté un avocat spécialisé dans les affaires de diffamation. Après avoir écouté mon histoire pendant presque 1 heure, il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Cela ne s'arrêtera pas tout seul. Si vous laissez cette version s'imposer sans la combattre, peu importe votre innocence, les gens se souviendront toujours de ce qu'elle a dit, pas de votre silence. » Ça m'a frappé de plein fouet, parce qu'il avait raison. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas le mensonge lui-même. C'est l'abandon. Le sentiment d'être coupable par défaut. La façon dont Raphaël et ma mère ont choisi le confort du mensonge plutôt que l'inconfort de le remettre en question. Mais je vous le dis maintenant, ce jeu ne va pas se terminer comme Marina l'imagine. Je vais obliger chacun d'entre eux à me regarder dans les yeux quand la vérité éclatera. Et quand ce moment arrivera, je n'hésiterai pas à leur faire payer chaque acte de trahison qu'ils ont commis contre moi. 1 mois après le début de ce cauchemar, la situation est devenue encore plus tordue. Chaque matin, je me réveille avec l'impression d'être jugé par un tribunal invisible. Un tribunal qui n'a pas besoin de preuves, seulement de rumeurs. L'histoire de Marina devient de plus en plus élaborée à chaque fois qu'elle la raconte. Maintenant, elle affirme qu'elle venait à mon atelier après les heures d'ouverture. Que nous restions seuls jusque tard dans la nuit. Que je lui achetais à manger comme excuse pour me rapprocher d'elle. Elle dit que je lui ai offert de l'argent pour qu'elle garde le silence. Que je l'ai forcée à supprimer des messages menaçants. Elle raconte ses mensonges avec une telle conviction que j'en viens presque à admirer ses talents d'actrice. Elle n'est ni confuse ni blessée. C'est une performeuse calculatrice, qui savoure son propre drame. Elle est même devenue très précise dans les détails. Elle affirme que nous avons eu un moment dans l'arrière-salle de stockage pendant la fête de Noël de mon atelier. Le problème ? Je n'ai jamais organisé de fête de Noël dans mon atelier. Nous donnons toujours simplement des cartes cadeaux et un jour de congé supplémentaire. C'est un mensonge tellement évident. Mais Raphaël est trop aveuglé pour remarquer ces incohérences. Les conséquences sur ma vie quotidienne ont été brutales. J'ai perdu 3 contrats importants avec des clients qui ont soudain préféré ne pas s'impliquer dans une situation susceptible de compromettre l'intégrité de leur entreprise. Ma réputation, que j'ai construite au fil des années grâce à un travail honnête, est maintenant devenue un handicap. Mon plus gros client corporatif, un cabinet médical avec 4 établissements, a résilié du jour au lendemain son contrat de service mensuel de $4 000. La responsable du bureau,
avec qui je travaillais depuis 3 ans, n'a même pas pu me regarder dans les yeux lorsqu'elle m'a annoncé la nouvelle. Ce n'est pas personnel, a-t-elle dit. C'est juste une question d'image. D'image. Comme si j'étais un problème de relations publiques, pas un être humain dont la vie est méthodiquement détruite par des mensonges. Même au dîner où je prenais mon petit déjeuner tous les samedis depuis 5 ans, le propriétaire, avec qui je discutais souvent de sport et de politique, n'a pas pu me regarder dans les yeux. Il a simplement posé mon café et est parti dans la cuisine sans dire un mot. C'est là que j'ai vraiment compris. Cette accusation s'est enracinée dans l'esprit des gens. Preuve ou non, je n'ai pas besoin de preuves pour le savoir. Je le vois dans les regards évités, les portes qui se ferment, les conversations qui s'arrêtent dès que j'entre dans une pièce. Pendant ce temps, Marina a commencé à publier des messages passifs-agressifs sur les réseaux sociaux, sans jamais me mentionner par mon nom, mais avec des phrases comme « Quand les monstres ont le visage d'un ange » ou « La justice arrive parfois sous la forme d'un enfant ». Les gens commentent avec des messages de soutien, sans se rendre compte qu'ils participent à un lynchage public. J'ai dû commencer à faire des captures d'écran de tout ce qu'elle publie. Mon avocat dit que nous devons documenter le schéma de diffamation, la manière dont elle cultive délibérément la sympathie du public tout en détruisant ma réputation. C'est surréaliste de la regarder tisser cette fantaisie élaborée, de connaître la vérité, mais d'être incapable de convaincre qui que ce soit d'y croire. L'ironie, c'est que pendant que je me bats pour blanchir mon nom, elle a créé un récit héroïque où elle n'est pas seulement une victime, mais une martyre. Et personne, pas une seule personne à part mon père et Kevin, n'a demandé de preuves. La présomption d'innocence ne semble tout simplement pas s'appliquer à moi. Mon meilleur ami Roberto a été solide tout au long de cette histoire. Il me connaît depuis le lycée et n'a pas cru une seconde à l'histoire de Marina. Tu te souviens de Jen Miller en dernière année, m'a-t-il rappelé un soir autour de burgers chez lui, le seul endroit, à part mon appartement, où je me sentais encore à l'aise. Elle avait fait le même genre de manipulation. Histoire différente, même stratégie. Marina va finir par faire une erreur. Et quand ça arrivera, on sera prêt. Les seuls progrès sont venus grâce à mon avocat. Nous avons méthodiquement documenté chaque incident depuis le jour où Marina a commencé à travailler dans mon atelier. Kevin a donné une déclaration écrite concernant son comportement inapproprié envers moi. Nous avons rassemblé les rapports des employés sur son incompétence et son manque de professionnalisme. Mon avocat a même retrouvé les anciens employeurs de Marina, découvrant un schéma de problèmes au travail et de fausses accusations. Il s'avère que ce n'était pas sa première fois. Elle avait travaillé dans une agence de marketing dans le comté voisin et était partie dans des circonstances mystérieuses. Mon avocat a contacté son ancien superviseur, qui a d'abord refusé de parler. Mais après que nous lui avons expliqué la situation, il a admis à contre-cœur qu'il y avait eu des inquiétudes concernant ses interactions avec ses collègues et des questions sur sa conduite professionnelle. Rien de suffisamment précis pour être exploité juridiquement, mais assez pour établir un schéma. Nous avons commencé la procédure pour obliger légalement Marina à effectuer un test ADN une fois la grossesse suffisamment avancée pour ne présenter aucun risque. Ce n'est pas simple. Il y a des protocoles, des délais, des autorisations d'organismes qui ne partagent pas mon sentiment d'urgence. Mais c'est un chemin vers la vérité, et c'est ce qui me fait tenir. J'ai aussi commencé à tout documenter, les dates, les noms, les comportements, les phrases exactes. Mon père m'aide beaucoup, parlant à des gens qui connaissent Marina, cherchant des incohérences dans son histoire. Puis les choses sont passées de mauvais à pire. Je fermais mon atelier tard un soir lorsque Raphaël est arrivé sur le parking. Il avait clairement bu. Je pouvais le voir dans sa manière de bouger, agressive et instable. Je suis resté à l'intérieur et j'ai verrouillé la porte. Il s'est mis à frapper violemment contre la vitre. Sors et viens m'affronter, espèce d'enfoiré. J'étais sur le point d'appeler la police. Mais avant que je puisse le faire, Raphaël a ramassé une brique du parterre et l'a lancée à travers ma vitrine. Le verre a explosé partout. Puis il est passé à travers l'ouverture, se coupant au passage, et s'est précipité sur moi. Je ne suis pas fier de ce qui s'est passé ensuite, mais c'était de la légitime défense. Je me suis décalé, il a percuté une vitrine d'exposition. Quand il s'est relevé, je l'ai frappé une fois, net, directement à la mâchoire. Il s'est écroulé. Les voisins ont dû entendre le bruit. La police est arrivée 5 minutes plus tard. Ils ont pris les déclarations et constaté les dégâts. Raphaël a été arrêté pour destruction de biens et tentative d'agression. Contrairement aux fois précédentes, cette fois-ci j'ai porté plainte. J'en avais assez de le laisser s'en tirer. Ma mère m'a appelé cette nuit-là en pleurant de manière incontrôlable. « Comment as-tu pu » répétait-elle. « C'est ton frère et tu l'envoies en prison. » Quand j'ai essayé d'expliquer qu'il m'avait attaqué, elle m'a coupé la parole. « Je n'ai pas de fils qui ferait une chose pareille » a-t-elle dit avant de raccrocher. Mon père est arrivé au moment où il mettait Raphaël dans la voiture de police. « Ça va » m'a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Nous avons regardé la voiture s'éloigner. « Tu as fait ce qu'il fallait en portant plainte » a-t-il dit doucement. Il doit faire face aux conséquences. Mais rappelle-toi, c'est toujours ton frère. On dirait pas, ai-je répondu. Ça s'arrête maintenant, a dit mon père. Demain, on pousse encore plus fort pour ce test. Je ne suis pas naïf.
Je sais que même si un test ADN prouve que je ne suis pas le père, certaines personnes continueront à croire que quelque chose a forcément dû se passer, que là où il y a de la fumée, il y a du feu. Je ne récupérerai peut-être jamais tout ce que j'ai perdu. Mais je ne vais pas laisser Marina s'en tirer comme ça. Elle a peut-être gagné la première manche, mais j'ai la patience, les ressources et la détermination nécessaires pour l'affronter sur son propre terrain. Ce qu'elle a fait n'est pas une erreur. C'est de la diffamation destructrice. Et je vais répondre à chaque coup, mais les miens seront chirurgicaux, précis, légaux et définitifs. 3 mois se sont écoulés et ma vie est devenue un désert émotionnel. Chaque jour est la copie carbone du cauchemar précédent, se réveiller, faire semblant de vivre, porter le poids d'une suspicion constante pour quelque chose que je n'ai pas fait. Mes routines sont devenues mécaniques. L'isolement a creusé un trou si profond que je me demande parfois si je réussirai un jour à en sortir. Les affaires ont chuté de presque 70%. La plupart des jours, je reste seul dans l'atelier pendant que Kevin s'occupe des quelques réparations qui arrivent encore. J'ai dû puiser dans mes économies juste pour payer le loyer et les factures. Ce n'est pas seulement ma réputation qui est attaquée. C'est mon gagne-pain. J'ai commencé à prendre un autre chemin pour aller au travail, évitant les rues principales où je pourrais croiser des gens que je connais. C'est épuisant de voir constamment cette étincelle de jugement dans les yeux des gens. Hier, j'ai entendu un client chuchoter à Kevin, demandant si, ce type, possédait toujours le magasin. Kevin, à son honneur, m'a défendu fermement. Mais le mal était fait. Je suis resté dans l'arrière-salle jusqu'à ce qu'il parte. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. L'obscurité a enfin commencé à reculer. La vérité, la vraie, la vérifiable, a traversé le mur de mensonges. Après des semaines d'aller-retour juridique, nous avons enfin obtenu ce que je demandais depuis le premier jour. Le test. Mon avocat a dû se battre dur pour l'obtenir. Finalement, le juge a ordonné un test de paternité prénatale qui ne présentait aucun risque pour le fœtus. L'avocat de Marina a tout tenté pour retarder la procédure, affirmant qu'elle était émotionnellement instable, que le test pourrait entraîner des conséquences irréversibles, et qu'il ne voulait pas exposer la victime à davantage de pression. Mais après que mon père a parlé de l'affaire à des amis journalistes et que l'histoire a commencé à attirer l'attention, le juge a accepté. La procédure a été réalisée dans une clinique privée sous supervision légale. Je n'oublierai jamais le visage de Marina quand elle est entrée. Aucune peur. Aucune honte. Juste de l'agacement, comme si tout cela n'était qu'une perte de temps inutile. Un simple petit obstacle avant de retourner à sa mise en scène. Elle est passée devant moi la tête haute, comme si je ne méritais même pas son attention. Mais j'ai vu ce moment. Cette fraction de seconde où son masque a glissé. Et j'ai aperçu la panique dans ses yeux. Elle savait ce que les résultats allaient montrer. Elle savait déjà dans quel désastre elle s'était engagée. Les 2 semaines d'attente pour les résultats ont été les plus longues de ma vie. Je dormais à peine. Je gardais constamment mon téléphone à la main, attendant l'appel qui confirmerait ce que je savais déjà. Quand les résultats sont enfin arrivés, je n'ai pas réagi. Je suis resté assis à mon bureau, fixant le document. Probabilité de paternité, 0%. Ce 0 était ma rédemption. La preuve que tout ce que j'avais enduré était le résultat d'un mensonge calculé de quelqu'un qui avait sous-estimé jusqu'où j'étais prêt à me battre. Mon avocat a envoyé les résultats à Raphaël le jour même. Pendant 3 jours, silence total. Comme si tous ceux qui s'étaient empressés de me condamner avaient soudain besoin de se cacher face à leur erreur. Finalement, le 4e jour, j'ai reçu un message de lui. J'ai besoin de temps. On se parlera plus tard. C'est tout. Pas d'excuses. Aucune reconnaissance de son erreur. Aucune honte. Juste un message vide, tiède et lâche qui n'a fait que renforcer ma détermination. Puis les choses sont devenues encore plus intéressantes. Mon avocat, qui enquêtait sur l'affaire en vue d'une plainte pour diffamation, a découvert des incohérences dans les documents médicaux présentés par Marina, des dates modifiées, des médecins inexistants, des formats qui ne correspondaient pas à la clinique qu'elle prétendait avoir utilisée. Quand nous avons vérifié auprès de la clinique où le test ADN avait été effectué, nous avons découvert qu'il n'avait aucun dossier antérieur à son nom. Aucun rendez-vous. Aucun examen. Aucune ordonnance. Rien. C'est à ce moment-là que mon avocat a formulé avec prudence ce que je commençais déjà à soupçonner. Marina n'avait jamais été enceinte. Au début, j'ai eu du mal à y croire. Pas parce que je lui faisais confiance, je savais déjà qu'elle était une fraude, mais parce qu'il semblait inconcevable que quelqu'un aille aussi loin simplement pour détruire une autre personne. Simuler une grossesse. Falsifier des documents. Maintenir ce mensonge pendant des mois sans flancher. Tout ça pour se venger de quelqu'un qui l'avait licencié d'un travail à temps partiel et avait rejeté ses avances. Mais les preuves étaient irréfutables. Marina n'était pas seulement une menteuse. C'était une manipulatrice pathologique avec un talent pour la destruction. Mon avocat a continué à creuser. Il a découvert un schéma de comportement similaire dans son passé. Elle avait déjà fait des coups similaires dans 2 relations précédentes, même si jamais à un niveau aussi extrême. Des ex-petits amis qui l'avaient contrarié se retrouvaient soudain accusés de harcèlement, de traque ou d'abus émotionnels. L'un d'eux a presque perdu son emploi d'enseignant à cause de fausses accusations qu'elle avait portées auprès de son directeur. Heureusement pour lui,
Elle avait commis des erreurs dans les détails. Les caméras de sécurité ont prouvé qu'il n'était même pas à l'endroit où elle prétendait que l'incident avait eu lieu. Nous avons tout présenté au juge. Les résultats ADN, les documents médicaux falsifiés, les messages menaçants, et les témoignages de personnes qui commençaient enfin à remettre l'histoire en question. Kevin a témoigné qu'il avait vu Marina me faire des avances à plusieurs reprises et se mettre en colère lorsque je ne répondais pas. Roberto a fourni des captures d'écran de publications contradictoires qu'elle avait faites sur les réseaux sociaux concernant sa prétendue grossesse. Maintenant, le château de cartes s'effondre. Pas avec un grand fracas, mais avec le grincement lent et inévitable d'un mensonge qui ne peut plus supporter son propre poids. La prochaine étape est la réponse juridique. Pour la première fois depuis des mois, je peux dormir sans avoir cette sensation de couteau planté dans le dos. La vérité m'a rendu ma voix, mon nom, ma dignité. Et maintenant que je les ai récupérés, je me dirige vers ce que j'attendais depuis le début. La faire payer. Parce que si elle pensait que tout cela se terminerait avec un simple test négatif, elle se trompait lourdement. Ce n'est que le début. 4 mois après le premier mensonge, l'atmosphère a changé. Pas apaisée. Transformée. Nous sommes passés des regards accusateurs et des menaces à demi voilées à une retraite collective. Pas pour réparer les dégâts, mais pour cacher la honte d'avoir participé à une farce aussi grotesque. La vérité n'a pas apporté de réconfort. Elle a exposé toutes les coutures pourries du tissu familial, révélant des loyautés fragiles et des trahisons déguisées en neutralité. Maintenant que les résultats ADN sont officiels et que les irrégularités dans les documents médicaux de Marina ont été exposées, de nouvelles rumeurs circulent. Certains membres de la famille disent peut-être que Marina était simplement confuse. D'autres suggèrent qu'elle pourrait avoir des problèmes de santé mentale. D'autres encore disent qu'elle n'est pas bien dans sa tête et que tout cela serait le résultat d'une crise émotionnelle. Mais pas une seule personne, pas une seule, sauf mon père, Kevin et Roberto, ne m'a présenté d'excuses directes. La honte les a tous transformés en lâches. Il est plus facile d'inventer des excuses que d'admettre qu'ils ont condamné un homme innocent qu'ils connaissaient depuis toujours. Ma tante, la même qui m'avait retiré l'invitation au dîner familial, a eu le culot de dire à mon père que nous devions tous tourner la page en tant que famille. Tourner la page ? Comme si c'était un simple désaccord sur la politique de Thanksgiving. Elle n'a même pas eu le courage de me le dire en face. Ma cousine Valéria, celle qui m'avait envoyé ce message de 3 paragraphes pour me condamner, agit maintenant comme si rien ne s'était passé. Elle m'a envoyé la semaine dernière une invitation banale à l'anniversaire de son enfant. Aucune reconnaissance de la façon dont elle m'a traité. Aucune excuse. Juste cette étrange prétention que tout est redevenu normal. Raphaël a finalement réapparu. Mais pas comme je l'imaginais. Il est venu à mon appartement, l'air épuisé et pâle. Il n'arrivait pas à me regarder dans les yeux lorsqu'il m'a dit que Marina avait avoué avoir tout inventé. Pas de grossesse. Pas de relation. Rien. Elle a admis avoir fait cela parce qu'elle était furieuse que je l'ai licenciée. Selon elle, je l'avais humiliée et elle devait me faire payer. Raphaël parlait comme un homme brisé. Mais je n'ai ressenti aucune compassion. Apprendre qu'une femme adulte pouvait maintenir un mensonge pendant des mois, simuler une grossesse, falsifier des documents et presque détruire une famille entière par pure vengeance a déclenché en moi une colère si froide que je n'arrivais même pas à réagir. Je l'ai simplement regardé pendant qu'il répétait qu'il ne savait pas quoi dire et qu'il comprendrait si je ne voulais plus jamais le voir. Tout en moi voulait lui rappeler qu'il avait essayé de m'attaquer physiquement. Qu'il avait choisi une femme qu'il connaissait depuis 3 ans plutôt que son frère de 35 ans. Au lieu de cela, j'ai simplement dit « Sors ». Il a essayé de parler encore. J'ai levé la main. « Dégage ». Il est parti sans dire un mot. Le lendemain, j'ai reçu un message de Marina. Le premier contact direct depuis que tout avait commencé. Pas d'excuses. Pas d'aveu de culpabilité. Elle a écrit. Je sais que tout est devenu incontrôlable, mais je traverse une période émotionnelle difficile et je n'ai pas pleinement compris les conséquences de mes actes. S'il te plaît, retire la plainte. Fais-le pour Raphaël, si ce n'est pas pour moi. En lisant ces mots, j'ai dû relire plusieurs fois pour comprendre l'audace. Cette femme, qui pendant des mois m'a diffamé, qui a alimenté ce mensonge, qui l'a encouragé sur les réseaux sociaux, me demandait maintenant de faire preuve de compassion. Elle me demandait de ne pas détruire ce qu'elle avait elle-même fait exploser. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai rencontré mon avocat et je lui ai dit de poursuivre la plainte pour diffamation, falsification de documents et préjudice moral. Nous avons aussi calculé les dommages financiers, les contrats perdus, l'équipement que j'ai dû vendre pour maintenir l'entreprise à flot, les dégâts sur ma réputation qui mettront des années à être réparés. Le total dépassait $200 000 de pertes directes, sans même compter l'impact futur sur l'activité ni les dommages émotionnels. Ce n'est plus seulement une question de laver mon nom. Ça, c'est déjà en train de se faire. Il s'agit d'établir un précédent. Que Marina, et tous ceux qui ont participé à ce mensonge, comprennent que les mots ont des conséquences, que les actions ont un poids, et que personne n'a le droit de détruire la vie d'une autre personne par colère, jalousie ou ressentiment. Certains appelleront ça de la vengeance. Moi, j'appelle ça la justice. Je me fiche que ce soit long ou que la punition ne soit pas assez sévère. Ce que je veux, c'est une trace.
Un document officiel déclarant clairement que j'ai été diffamé, que des mensonges ont été répandus à mon sujet, que j'ai été persécuté sans raison. Je veux que Marina fasse face à cette tâche chaque fois qu'elle postulera pour un emploi. Je veux qu'elle sache qu'il existe une décision de justice contredisant sa version chuchotée des faits. Je veux que Raphaël se souvienne que sa foi aveugle dans un mensonge m'a transformé en paria. Ce n'est pas une vengeance impulsive. C'est une justice méticuleuse. Une réparation qui ne cherche pas à crier, mais à établir les faits. Tous ceux qui ont participé à ce cauchemar feront face aux conséquences avec la même froideur qu'ils ont montré lorsqu'ils m'ont condamné. 6 mois après que ce poison a été lancé, et aujourd'hui, en regardant en arrière, la tempête émotionnelle, les pertes, l'isolement provoqué par un mensonge soigneusement construit, je peux dire que la vérité a non seulement été reconnue légalement, mais qu'elle a produit de vraies conséquences. La justice a parlé avec le poids implacable des preuves, contre-interrogatoires, rapports médico-légaux et témoignages qui ont démonté l'illusion de Marina pièce par pièce. L'audience finale a eu lieu la semaine dernière, clôturant officiellement ce chapitre. Mais soyons honnêtes, les blessures causées par ce genre de trahison ne guérissent pas avec un jugement. Elles restent sous la peau, apaisées seulement lorsque l'agresseur paie pour les dégâts causés. L'audience était inoubliable. Pas comme un climax dramatique, mais parce que, pour la première fois, j'ai vu toutes les personnes impliquées réunies au même endroit, forcées de faire face à la vérité sans excuse ni échappatoire. Marina est arrivée vêtue avec une sobriété étudiée, feignant un calme qui s'est effondré en quelques minutes lorsque les preuves ont été présentées. Quand mon avocat a montré les documents falsifiés, des échographies appartenant à d'autres patientes, des dossiers médicaux falsifiés, des certificats de grossesse provenant de cliniques inexistantes, il n'y avait plus aucune défense possible. C'était si grossier, si grotesque, si manifestement construit sur le mensonge que même son avocat s'est contenté d'acquiescer et de demander la clémence, invoquant une détresse émotionnelle et une instabilité mentale temporaire comme circonstance atténuante. Puis est venu le tournant. Lorsque l'accusation a présenté les preuves finales, les dossiers des cliniques comparés aux documents de Marina, les incohérences dans les horodatages, les métadonnées extraites des fichiers PDF qu'elle avait soumis, son avocat s'est penché vers elle et est resté silencieux. Elle n'a pas avoué. Elle n'a pas pleuré. Elle est restée assise, clignant des yeux, alors que la réalité la rattrapait. Son avocat a demandé une pause. Lorsqu'ils sont revenus, il a discrètement présenté une déclaration reconnaissant que les documents étaient falsifiés et qu'aucune grossesse n'avait jamais existé. Ce n'était pas un effondrement. C'était une défaite sans combat. Raphaël a assisté à toute la confession. Son visage devenait de plus en plus pâle. Pas une seule fois il ne m'a regardé. Ma mère n'était pas présente. Elle avait prétendu être malade, mais mon père m'a ensuite dit que c'était simplement la honte. Elle n'avait pas le courage d'affronter la situation. Mon père est resté assis derrière moi tout le temps. Une présence solide dans mon dos. Kevin et Roberto étaient assis de chaque côté de moi, les seules personnes, en dehors de mon père, qui m'avaient cru depuis le début. Quand le juge a annoncé la décision, mon père a posé sa main sur mon épaule. Ce simple geste valait plus que 1000 mots. Le verdict était clair. Marina a été reconnue coupable de diffamation aggravée, falsification de documents et préjudice moral. Elle a été condamnée à payer une amende importante en plusieurs versements sur plusieurs années, ainsi qu'à une ordonnance restrictive lui interdisant de m'approcher ou de communiquer avec moi pendant au moins 3 ans. Ce n'était pas une peine de prison. Et ce n'est pas ce que je voulais. Ce que je cherchais, c'était un précédent. Un document officiel validant tout ce que j'avais dit depuis le premier jour. Quelque chose qui restitue, au moins en partie, la dignité qu'une femme jouant la victime m'avait volée sans se soucier de qui elle détruisait. Le juge lui a également ordonné de publier une rétractation publique sur les mêmes réseaux sociaux où elle avait répandu ses mensonges. Dans les 24 heures, elle devait déclarer explicitement qu'elle m'avait faussement accusé, qu'il n'y avait jamais eu de relation entre nous, et qu'elle avait entièrement inventé cette grossesse. Depuis le jugement, j'ai reçu des messages de membres de ma famille qui m'avaient tourné le dos. Certains donnent des excuses vagues, disant qu'ils ne savaient pas quoi penser ou qu'ils avaient préféré rester à l'écart par prudence. D'autres ont choisi le silence total, espérant que le temps effacera leur complicité. Raphaël a essayé d'appeler plusieurs fois. J'ai bloqué son numéro. Quoi qu'il ait à dire, ça ne m'intéresse pas. Le frère que je connaissais n'aurait jamais cru ces mensonges. Il n'aurait jamais essayé de m'attaquer physiquement. Il ne m'aurait jamais abandonné au moment où j'avais le plus besoin de lui. Ma mère m'a laissé un message vocal en pleurs, me suppliant de lui parler. Je ne l'ai pas rappelé. Certaines trahisons sont trop profondes pour être réparées avec des larmes et des excuses. 1 an a passé. Mon entreprise ne s'est pas seulement rétablie, elle s'est développée. Ce n'était pas immédiat. Pendant des mois, j'ai travaillé avec un emploi du temps presque vide, survivant grâce à quelques réparations et un client fidèle qui se fichait des rumeurs. Je savais que le silence ne laverait pas mon nom. Alors j'ai fait ce que je sais faire de mieux, réparer les choses moi-même. J'ai publié la décision de justice et toute mon histoire sur le site de l'entreprise, je l'ai épinglée sur nos avis Google, et j'ai laissé les preuves parler d'elles-mêmes. L'un des grands clients qui m'avait abandonné, ils sont revenus après que leur équipe juridique a vu le jugement. Ce seul contrat a couvert 2 mois de frais de fonctionnement. Je n'ai pas supplié qu'on me fasse confiance.
Je l'ai reconstruite, pièce par pièce. Puis j'ai embauché 2 employés à temps partiel et déménagé dans un local plus grand de l'autre côté de la ville. La décision judiciaire est devenue un document public, et peu à peu, la véritable histoire a remplacé les mensonges qui circulaient. J'ai appris par mon père que Raphaël et Marina avaient divorcé peu après le procès. Apparemment, l'humiliation publique a été trop lourde pour leur relation. Raphaël a déménagé dans un autre état pour le travail. Ou peut-être simplement pour fuir les souvenirs. Quoi qu'il en soit, c'est mieux pour nous deux. Il a essayé de reprendre contact le mois dernier. Cette fois par lettre. Une lettre manuscrite disant qu'il voulait se racheter. Qu'il avait été aveuglé par l'amour et manipulé par une menteuse professionnelle. Il disait qu'il regrettait son frère et qu'il voulait reconstruire notre relation. J'ai brûlé la lettre sans la terminer. Certains ponts, une fois brûlés, doivent le rester. Ma mère et moi avons une trêve fragile. Nous nous voyons pendant les fêtes, échangeons des politesses, mais la chaleur a disparu. Elle a choisi un camp quand cela comptait le plus. Et ça, je ne peux pas l'oublier. Même si, techniquement, je lui ai pardonné. Mon père et moi sommes plus proches que jamais. Il est resté à mes côtés quand c'était important. Il n'a jamais douté de moi une seule seconde. Nous dînons ensemble tous les dimanches maintenant. Une nouvelle tradition naît des cendres de l'ancienne dynamique familiale. Kevin a été promu responsable de l'atelier, un poste qu'il a mérité en restant loyal alors qu'il aurait été plus facile de partir. Roberto et moi continuons à nous retrouver chaque semaine pour boire un verre. Notre amitié est devenue plus forte après avoir traversé cette tempête. Quant à Marina, elle a déménagé à l'autre bout du pays après avoir échoué à payer les 3 premières mensualités de son amende. Mon avocat dit que c'est fréquent. Les gens pensent qu'ils peuvent échapper au jugement des tribunaux simplement en déménageant. Ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que nous étions prêts. Nous avons déposé une demande pour faire appliquer le jugement dans son nouvel état. Quelques avis négatifs anonymes sont apparus sur le profil de mon entreprise peu après son déménagement. Même style d'écriture. Même ponctuation bizarre. Nous les avons signalés. Nous avons construit une trace numérique. Si elle continue à jouer à ce petit jeu, nous la poursuivrons pour harcèlement. La vérité m'a peut-être libéré, mais elle n'a pas restauré tout ce que j'ai perdu. Certains amis ne sont jamais revenus. Certaines relations familiales restent tendues ou brisées. Certains clients potentiels entendent encore des rumeurs et préfèrent confier leur travail ailleurs. Mais j'ai reconstruit quelque chose de plus solide à partir des décombres, une entreprise qui ne dépend plus des relations familiales, et des amitiés fondées sur une loyauté éprouvée par le feu. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Moi, je ne suis pas d'accord. La justice, la vraie justice, ce n'est pas la vengeance. C'est la restauration. Et c'est ce que j'ai obtenu. Pas une justice parfaite. Pas une restauration complète. Mais suffisamment pour me regarder dans le miroir chaque matin et savoir que lorsqu'ils ont essayé de m'enterrer, j'ai refusé de devenir une tombe. Au lieu de cela, je suis devenu exactement ce qu'ils craignaient le plus. Quelqu'un qui ne se tairait pas. Alors Reddit, qu'en pensez-vous? Est-ce que Raphaël mérite une seconde chance? Est-ce que j'ai eu raison de couper les ponts avec lui? J'ai essayé de me mettre à sa place, mais bon sang, il a cru une femme plutôt que son propre frère. Ce n'est pas quelque chose dont on se remet facilement. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Commençons par Marina. Cette femme ne s'est pas contentée de mentir, elle a construit une réalité. De faux documents de grossesse, des dossiers médicaux falsifiés, toute une performance émotionnelle maintenue pendant des mois. Ce n'est pas quelqu'un qui a craqué sous l'effet de la colère. C'est calculé. C'est prémédité. Et honnêtement, c'est terrifiant. Se faire licencier d'un emploi à temps partiel et décider que la réponse appropriée est de détruire complètement la vie de quelqu'un, son entreprise, sa famille, sa réputation, cela en dit long sur qui Marina était réellement bien avant que tout cela ne se produise. Les signes d'alerte étaient là depuis le début. Les remarques passives-agressives. Son comportement au travail. La façon dont elle traitait les autres. Personne ne devient comme ça du jour au lendemain. Maintenant, parlons de Raphaël. Honnêtement, je suis partagé à son sujet, et je pense que c'est une réaction sincère. D'un côté, il a été manipulé par quelqu'un qui savait clairement quels boutons émotionnels appuyer. L'amour peut rendre les gens irrationnels, on le sait tous. Mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à dépasser, il a jeté une brique à travers la fenêtre de son propre frère. Il a physiquement attaqué quelqu'un qu'il connaissait depuis toute sa vie, pour une femme qu'il connaissait depuis 3 ans. Et cela sans aucune preuve. Ce n'est pas seulement l'amour qui vous aveugle. C'est choisir de ne pas voir. Et puis cette lettre manuscrite demandant de reconstruire la relation, je comprends parfaitement pourquoi cette lettre a fini brûlée. La vraie leçon ici n'est pas seulement « documenter tout ». Même si, honnêtement, oui, documenter tout. La leçon la plus profonde concerne les personnes qui sont là avant que les preuves arrivent. Le père de Raphaël a été là. Kevin a été là. Roberto a été là. Ces 3 personnes n'avaient pas besoin d'un jugement du tribunal pour savoir quel genre d'homme il était. Et c'est ça, la vraie nature de la trahison. Elle ne révèle pas seulement ceux qui vous ont fait du mal. Elle clarifie qui mérite réellement d'être dans votre vie. Certaines personnes veulent une réconciliation sans responsabilité. Mais ce n'est pas de la réconciliation.
C'est simplement chercher du confort. Cet homme s'est choisi lui-même. Et honnêtement, tant mieux pour lui. Et vous? Comment auriez-vous réagi à sa place? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé aujourd'hui Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.